Pas de calendrier de désengagement, pas de communication très détaillée côté tchadien et presque pas de communication du tout du côté français, mais ce désengagement, il s'est accéléré, il s'accélère encore au moment où l'on parle. C'était en réalité la première revendication des manifestants que nous avions pu rencontrer en fin de semaine dernière, ceux-là même qui étaient sortis dans les rues de N'Djamena pour soutenir cette initiative du gouvernement de demander le départ de l'armée française du territoire tchadien. Ils craignaient qu'il y ait une sorte d'effet d'annonce. Et puis, après ça, un départ ralenti, au ralenti en tout cas, de l'armée française du Tchad, ou pire encore que cette annonce du gouvernement tchadien ne provoque des tensions diplomatiques avec le gouvernement français et que de ce fait, le départ des forces françaises du Tchad soit ralenti. Après la dénonciation, il y a quand même eu des manifestations de la société civile, à la fois en N'Djamena et dans certaines villes, saluant la décision de dénoncer l'accord, mais demandant aussi que les Français partent le plus rapidement possible. La France a pris le devant pour désamorcer cette montée en puissance du mécontentement avant que ça ne dégénère comme on a pu le voir ailleurs et que ça se transforme en sitting devant les installations françaises. Donc, le schéma sur lequel Paris et N'Djamena ont jusqu'ici travaillé, c'était celui d'une réduction drastique de la présence militaire, mais pas d'une fin de cette présence. Il y a, à mon avis, deux facteurs qui ont pu jouer. D'abord, comme on se souvient, dans la nuit du 27 au 28 octobre, l'armée tchadienne a subi une attaque importante dans le lieu du lac Tchad et d'après les informations recoupées, le Tchad n'a pas reçu le soutien qu'il attendait des forces françaises présentes en N'Djamena. Et cette absence de valeur ajoutée aux yeux des militaires tchadiens et de l'élite politique, à mon avis, a été un facteur qui a accéléré la décision de N'Djamena. Le deuxième facteur, c'est le contexte politique et électoral. Comme on sait, depuis très longtemps, une bonne partie de l'opinion tchadienne s'était alignée sur les opinions sahéliennes du Burkina Faso, du Mali, du Niger, demandant que la France retire ses soldats parce que cette présence était considérée comme un vestige du colonialisme et une sorte d'atteinte à la souveraineté. Les avions de chasse français ont commencé à quitter le Tchad. Ces appareils stationnés dans le pays depuis de nombreuses années ont décollé de N'Djamena en direction de la base aérienne de Nancy. Le 10 décembre 2024, la France a fait décoller 2 Mirages après des décennies de présence militaire au Tchad, marquant ainsi le début du retrait de ses forces. Les Mirage 2000-D qui ont quitté la base française de N'Djamena après que les forces tchadiennes leur ont adressé leur adieu, ont pris la direction de la base de Nancy, territoire qui se situe dans l'est de la France. Le porte-parole de l'armée française, le colonel Guillaume Vernet, a confirmé ces informations. Selon l'AFP, la France maintient encore 1000 soldats au Tchad, un effectif qui doit être réduit dans le cadre d'une réorganisation complète de la présence militaire de la France. On parle quand même des avions de combat français qui étaient présents dans le pays, dans le Tchad, de manière quasiment continue depuis les indépendances du Tchad. On parle là de 1960. Donc c'était là depuis pratiquement toute l'existence du Tchad. C'est quand même grave, hein? Tout ça survient suite au 29 novembre, quand le gouvernement tchadien a annoncé sa décision de mettre fin à l'accord de coopération militaire avec la France qui datait de 1966 et a également résilié un accord signé en 2019 pour renforcer la coopération en matière de défense et de la sécurité avec Paris. Donc voilà, on sait très bien que accord, la coopération, partenaire stratégique, c'est une autre manière de parler de la domination, etc. Donc on va simplement dire là qu'ils ont dénoncé, qu'ils ont annulé des accords de contrôle en fait du Tchad. Voilà, parce qu'il faut utiliser les bons mots pour qualifier ce que c'était. Selon le ministre des Affaires étrangères du Tchad et les dirigeants du pays, il était temps pour le Tchad de revendiquer sa pleine souveraineté et de redéfinir ses partenariats stratégiques en fonction de ses priorités nationales. Donc vous voyez même à partir de ces déclarations que quand il fait référence aux coopérations avec la France, c'est vraiment dans le sens du fait qu'ils n'ont pas leur souveraineté, du fait qu'ils sont sous contrôle, puisqu'il dit qu'il était temps pour le Tchad de revendiquer sa pleine souveraineté. On est d'accord là-dessus. En tout cas, ça fait plaisir de savoir que les choses sont déjà en cours. Même si le calendrier n'a pas été clairement établi, il y a quand même des mouvements qui se font. Comme je le dis toujours, tant que les choses sont en mouvement, tant que les choses bougent, la situation peut s'améliorer. C'est quand ça stagne là, quand c'est sur place qu'il faut s'inquiéter. Donc, comme les avions sont en train de partir, c'est parfait. On n'attend plus que les chars et les gens suivent. On passe maintenant au prochain sujet de la vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler des crimes de guerre du président sortant des États-Unis. Comme il va bientôt quitter le pouvoir et terminer sa carrière politique, vous allez voir des tonnes d'éloges à son égard. Beaucoup de personnes expliquent à quel
quel point c'était un grand homme et patati et patata. Donc, il faut qu'on se rappelle de sa carrière, de ce qu'il a fait durant sa trop longue carrière en politique. La décision de Joe Biden d'utiliser son privilège présidentiel pour accorder une grâce totale sans condition à son fils, Hunter Biden, qui est accusé de fraude, déclaration fiscale, d'évasion fiscale et de port illégal d'armes, a suscité une avalanche de réactions. Plusieurs figures démocrates influentes, comme la sénatrice Elizabeth Warren du Massachusetts et le gouverneur californien Gavin Newsom, ont critiqué ce qu'ils perçoivent comme étant un acte de favoritisme familial. Par ailleurs, un ancien conseiller de Bernie Sanders a qualifié cette démarche de cri de colère contre le parti démocrate, accusé d'avoir contraint Biden à abandonner ses ambitions présidentielles. Dans un article publié le 6 décembre 2024 dans Counterpunch, Melvin Goodman a dénoncé l'attitude contradictoire des démocrates. D'un côté, ils ont remis en question l'intégrité morale de Biden, mais de l'autre, ils ont passé sous silence les graves responsabilités du président dans le soutien actif et continu au génocide perpétré par Israël. Si Goodman pointe justement cet aspect, sa défense de l'impressionnante et éthique, entre guillemets, carrière de 50 ans de Biden est beaucoup plus contestable. En analysant son parcours au Sénat, en analysant son parcours en tant que vice-président et maintenant en tant que président, Biden est clairement un fervent partisan de la puissance militaire américaine, toujours au détriment de positions plus pacifistes. Bien qu'il ait initialement critiqué la guerre du Golfe de 1990 à 1991, il a par la suite regretté cette prise de position et a soutenu presque toutes les interventions militaires américaines depuis cette époque. Et même lorsqu'il émettait des réserves, il finissait toujours par approuver l'action militaire. Une étude approfondie de sa carrière montre qu'il a été favorable à des mesures comme le bombardement continu de l'Irak, la promotion du changement de régime comme ligne politique officielle et l'imposition de sanctions économiques visant à profondément affaiblir le pays. Le soutien de Joe Biden à l'invasion de l'Afghanistan en 2001, de l'Irak en 2003, de la Libye en 2011 et de la Syrie en 2014 a fait en sorte que toutes ces régions deviennent des terrains propices au bombardement, à toutes sortes d'abus incessants des États-Unis et bien évidemment aux interventions militaires, à la mort de civils par milliers, au déplacement par millions de réfugiés et à une instabilité chronique. Ces interventions, souvent motivées par un soutien indirect à Israël, ont également impliqué des alliances stratégiques discutables, comme l'armement opportuniste de groupes tels que l'État islamique ou Al-Qaïda en Syrie. L'objectif depuis le début était de renverser le régime d'Assad à Damas, un plan finalement accompli le 8 décembre 2024. Le groupe radical islamiste HTS, qui a revendiqué la victoire en Syrie, est qualifié de simple groupe rebelle par les médias occidentaux, bien que ce groupe-là, HTS, figure toujours sur la liste américaine des organisations terroristes. Mais voilà, ça ne semble poser aucun problème, personne ne se pose de questions, tant que ces groupes servent les intérêts des États-Unis. Lors des bombardements de la Syrie en 1999, qui ont duré 78 jours et coûté la vie à plus de 2000 personnes, Biden avait soutenu l'idée d'une occupation à la japonaise et à l'allemande du pays, révélant une inclinaison claire pour des approches autoritaires voire fascistes face à des adversaires. Cette vision s'aligne parfaitement avec son soutien à l'impérialisme américain et aux violations des droits humains en Afrique, en Palestine et en Cisjordanie. Reconnaître Israël comme un prolongement de la puissance américaine au Moyen-Orient éclaire la manière dont le génocide est utilisé comme étant un outil stratégique contre les nations et les mouvements résistants. Bien que le Vietnam reste un exemple plus emblématique de massacre de masse organisé pour briser les luttes de libération nationale, le modèle reste d'actualité dans les politiques américaines. Ils utilisent exactement les mêmes techniques. Je dis bien la même chose. Petite pause. Sachez que vous pouvez souscrire à la chaîne pour moins de 3 € et moins de 10 €. La souscription de 3 € vous donne accès à une analyse de l'actualité exclusive. Et avec celle de 10 €, en plus de l'analyse exclusive, vous aurez droit à un documentaire hebdomadaire. Tous les membres de la chaîne peuvent rejoindre le groupe Telegram où j'ai déjà partagé plus d'une centaine de vidéos qui ne sont plus disponibles. De quoi bien vous occuper. Et pour ceux qui veulent se lancer sur YouTube, ma formation est toujours disponible. Je vous laisse toutes les informations en description. Cette longue conférence publiée sur YouTube il y a un an, ça a même déjà fait 1,9 million de vues, pas mal, explique un certain nombre de choses sur la guerre en Ukraine, comment ça se passe, les enjeux, les tenants, les aboutissants, comment ça a commencé, les objectifs, etc. etc. Alors, si George W. Bush est souvent vu comme l'architecte des guerres sans fin au Moyen-Orient, on est au moins d'accord que les tensions en Ukraine et l'avancée d'une menace
menace nucléaire inédite incombe largement à Joe Biden. On apprend qu'en 2014, alors qu'il était vice-président sous Obama et chargé des affaires ukrainiennes, Biden a joué un rôle clé dans une politique de changement de régime visant à évincer Viktor Yanukovych, dont les liens avec la Russie déplaisaient à Washington. Il n'appréciait pas ça. Avec l'aide active de Victoria Nuland, sous-secrétaire d'État pour l'Europe et l'Eurasie, Biden a soutenu les manifestations de Maïdan en fournissant un appui matériel et des encouragements explicites, contribuant ainsi à la chute du président ukrainien Viktor Yanukovych. Comme l'a souligné Ivan Kachanovski, les manifestations pacifiques de la Révolution Orange en 2004-2005, qui avaient empêché Viktor Yanukovych d'accéder à la présidence avec l'appui direct des États-Unis, ont pris une tournure bien plus violente lors des événements de Maïdan en 2014. Ces manifestations ont été infiltrées par plusieurs groupes néo-nazis, notamment Secteur Droit et Svoboda, et marquées par l'intervention de tireurs embusqués. Ces derniers, positionnés dans des bâtiments proches de la place et dans l'hôtel Ukraine, ont ouvert le feu aussi bien sur les manifestants que sur les forces anti-émeutes, transformant Maïdan en une scène de chaos sanglant. Après des attaques incendiaires orchestrées par les mêmes néos contre les bâtiments gouvernementaux, Yanukovych a été contraint de quitter la présidence et de fuir Kiev en février 2014. Des semaines avant ces événements, Victoria Nuland, sous-secrétaire d'État américain et l'ambassadeur des États-Unis en Ukraine, avaient déjà commencé à désigner les futurs dirigeants du pays. Sur Quinter, on peut lire la guerre de propagande. Ce que les médias grand public ne voient pas dans la couverture de la crise en Ukraine actuelle, c'est qu'il n'y a pas de texte, donc narratif, sans contexte. Bien avant que les médias grand public des États-Unis et du Royaume-Uni ne lancent une guerre de propagande mondiale contre l'invasion russe de l'Ukraine en février, la CIA avait jeté les bases du conflit dans les premières années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire la guerre froide. Les amis, c'est-à-dire l'Union soviétique, sont devenus des ennemis et les ennemis, l'Allemagne et le Japon, sont devenus les amis. La CIA a utilisé des sections nazies du mouvement nationaliste ukrainien pour briser, selon les mots de la CIA, l'URSS, en s'efforçant de saboter, de diviser et de déstabiliser l'Union soviétique. Dans ce projet, ils ont travaillé en étroite collaboration avec les groupes violents antisémites, anticommunistes, anti-russes, l'Organisation des Nations ukrainiennes B, dirigée par Stepan Bandera. Au début de la Seconde Guerre mondiale, Bandera avait été en charge de la faction la plus impitoyable de l'OUN, qui a collaboré avec l'occupation nazie et a activement participé au massacre de millions de Polonais et de communistes ethniquement russes dans la région. Un chef des opérations clandestines de la CIA à Berlin à l'époque, Peter Sichel, a déclaré qu'il, donc l'OUN, était des nazis purement et simplement. En effet, pire que cela, parce que beaucoup d'entre eux ont fait le sale boulot des nazis pour eux. Et plus récemment, sous la pression des forces d'extrême droite du pays, y compris le bataillon Azov, Bandera a été proclamé par le président Viktor Yushchenko héros de l'Ukraine, la plus haute distinction du pays, un statut qui a ensuite été abrogé par son successeur Viktor Yanukovych. Dans le cadre d'un effort acharné jusqu'à ce jour pour tenter de briser l'Union soviétique et la Russie, la CIA a été à l'avant-garde, rejoint par son subalterne obéissant, le MI6, pour infiltrer l'Europe centrale et orientale pendant le pacte de Varsovie et les aires post-soviétiques, dans le but d'oblitérer l'influence de Moscou dans la région et la souveraineté de la Russie elle-même. Parmi ses alliés du début de la guerre froide figuraient des hauts responsables de l'Église catholique à Vienne et des agents anticommunistes au Vatican, qui ont aidé les agents à recueillir des renseignements précieux sur la région, en particulier sur la Pologne, la Hongrie et l'Ukraine. Au cours de la même période, la CIA a lancé l'opération Red Sox, conçue pour attiser les mouvements d'indépendance nationaliste dans les républiques soviétiques. Des commandos entraînés par les armées américaines ont été parachutés en Ukraine soviétique et ont rejoint des combattants anti-soviétiques. La CIA a fini par envoyer 85 agents, dont 3/4 ont été capturés, dans ce qui s'est terminé par un lamentable échec communiste, une prédiction de l'invasion de la baie des Cochons une décennie plus tard. Donc cet article relate vraiment très en détail l'histoire de tout ça là. C'est sur Counterpunch et ça a été publié le 27 juillet 2022. Et dans la même vague à l'époque, il y a 10 ans, c'était Poroshenko qui s'était exprimé en tant qu'informateur pour l'ambassade américaine à Kiev. Une autre fuite d'informations sensationnelles à partager. Cette fois-ci, il s'agit des réalisations passées d'une personne qui se dit le président d'Ukraine légitime, à savoir Petro Poroshenko. Le matériel décrit les événements de l'année 2006, lorsque Poroshenko était député du peuple. C'est avec ça qu'on apprend que leur choix pour la présidence s'est porté sur Petro Poroshenko, sur
surnommé le roi du chocolat, un ancien informateur actif auprès de l'ambassade américaine. Poroshenko, devenu une marionnette de Washington, s'était allié avec la faction ukrainienne qui était très pro-américaine appelée Notre Ukraine. En parallèle, Arseny Yatsenyuk, un néolibéral favorable à une intégration européenne, a été choisi pour occuper le poste de Premier ministre. En échange de son soutien à l'accession de Poroshenko au pouvoir, Joe Biden, tel un parrain de la mafia, a attendu des retours d'ascenseur, a attendu qu'on lui rende l'appareil. Et avec cet article intitulé « Chronologie du trafic d'influence des Biden », on comprend encore jusqu'où va l'ampleur de cette affaire. L'un des retours d'ascenseur que Biden voulait, c'était le fait qu'on attribue à son fils Hunter Biden un poste au sein du conseil d'administration de Burisma, la grande entreprise énergétique d'Ukraine. Bien qu'il n'ait aucune expertise dans le secteur de l'énergie ou une quelconque expérience en Ukraine même d'ailleurs, Hunter Biden ainsi qu'un proche conseiller de John Kerry, secrétaire d'État de l'époque, ont été rémunérés à hauteur d'$1 million par an. Ce revenu, selon un rapport du Congrès, ne correspondait à aucune activité substantielle, sinon servir de symbole à l'appui américain. Ironiquement, Hunter Biden ne s'est jamais rendu en Ukraine. Jamais. Ce poste très lucratif est simplement une récompense pour le rôle joué par Joe Biden, donc son père, dans le renversement du gouvernement Yanukovych et l'installation du gouvernement poutiste seulement 2 mois auparavant. Un obstacle majeur à la stratégie de Biden a été Viktor Shokin, un procureur général ukrainien reconnu pour son indépendance, qui menait une enquête approfondie sur les activités douteuses de Burisma Holding et de son propriétaire, le milliardaire Mykola Zlochevsky. Alors, on peut lire ceci. Depuis qu'elle a pris le marteau en janvier, la commission de surveillance des responsables a accéléré son enquête sur les pratiques commerciales nationales et internationales de la famille Biden afin de déterminer si la famille Biden a été ciblée par des acteurs étrangers, si le président Biden est compromis et si notre sécurité nationale est menacée. Les documents obtenus à ce jour grâce aux assignations à comparaître du comité révèlent que les Biden et leurs associés ont reçu $20 millions de paiement d'entités étrangères. Vous pouvez trouver ci-dessous une chronologie qui détaille les dates et les clés de notre enquête. Et donc, il commence Roumanie, Chine, Kazakhstan, Ukraine, Russie. C'est détaillé. Voici les points ici. 5 points. On parle de 2015, de 2017, 2014, ainsi de suite, avec les détails même sur les transactions. D'ailleurs, il y a Biden lui-même qui s'était vanté d'avoir publiquement donné à Poroshenko un ultimatum de 6 heures pour exécuter cet ordre. L'ordre de mettre ses proches dans des secteurs clés ou dans des postes qui feront en sorte qu'ils ont de l'argent. Cette manœuvre, pourtant lourde de conséquences, n'a soulevé absolument aucune critique majeure dans les médias traditionnels. Zéro. Parce que ces gars semblaient même complètement indifférents aux relations de Biden avec les oligarques corrompus ou à son rôle proconsulaire dans la gestion de la politique impériale américaine. L'approche impérialiste de Biden, fondée sur l'engagement de Washington et des grands médias à préserver l'hégémonie mondiale des États-Unis, le place parmi les figures les plus controversées en matière de crimes de guerre. Exactement comme Kennedy, Johnson et Nixon, responsables du génocide au Vietnam qui a causé des millions de morts et des mutilés, Biden est accusé d'avoir supervisé l'utilisation d'armes de destruction massive, causant des centaines de milliers de morts en Ukraine et en Russie. En tant que commandant en chef de facto, il est également pointé du doigt pour son rôle dans les atrocités perpétrées à Gaza et en Cisjordanie, où des enfants, des femmes et des hommes ont été victimes de massacres aveugles. S'il y avait une reconstitution des procès de Nuremberg aujourd'hui, très probablement Biden ferait partie des gens qu'on accuse de crimes contre l'humanité. Mais bon, comme je disais, beaucoup d'injustice. Comment est-ce qu'on peut demander aux criminels de s'auto-juger? Ça n'a aucun sens. Et là, on peut lire Bundy, Biden et la corruption. La deuxième nuit de la Convention nationale républicaine rassemblait beaucoup à la première, avec des messages édifiants centrés sur le patriotisme, la liberté, la relance économique et la seconde chance. Et puis, il y a eu Pam Bondi, l'ancien procureur général de Floride, a fait valoir que Joe Biden ne mérite pas un autre poste politique, étant donné la façon dont sa famille a monétisé le dernier. Le pardon accordé à son fils Hunter Biden montre que le président et leurs proches seraient au-dessus des lois, tout simplement. Cette décision, perçue par beaucoup comme étant un affront éthique public, met en lumière une forme de népotisme flagrant. En même temps, ce n'est pas tout le monde qui est fils du président. Si les réactions initiales ont été marquées par l'indignation, il y a beaucoup de démocrates par la suite qui ont rapidement tenté de justifier cet acte en insistant sur le fait que voilà, Biden agissait simplement en tant que père.
c'est tout. Quelque part aussi, il est humain, il tient à ses enfants, même comme il fait massacrer les enfants des autres aux quatre coins du monde. Mais voilà, il est père, donc s'il arrive du mal à son enfant, il est quand même touché. Mais bon, quand ce sont les enfants des autres, rien à foutre. Maintenant, quel impact ce président aura-t-il eu sur les décisions de la Cour suprême lorsqu'elle va devoir évaluer les abus de pouvoir de Donald Trump? Lui aussi sera accusé d'avoir agi au-dessus des lois, lui aussi aura le droit de gracier, et les autres. Bref, jusqu'où ça ira. Ce que je retiens, c'est que dans un monde capitaliste, la justice n'existe pas. N'oublions pas comment est-ce que le monde occidental s'est fait. N'oublions pas comment est-ce que le monde capitaliste s'est fait. C'est sur l'exploitation des autres, c'est sur l'esclavage. Toute la révolution industrielle s'est faite sur l'esclavage, la mise en esclavage de gens libres. Donc aujourd'hui, il y a une continuation structurelle et culturelle de ce système. Absolument rien n'a changé. Les gens puissants sont toujours autant impunis, alors que ce sont eux qui causent le plus de tort. Ce sont ceux qui massacrent les enfants et les familles des autres, qui comme par hasard, quand ça les touche, tiennent à leur famille, tiennent à leurs enfants, tiennent à leurs amis. Tout ce que je viens de vous dire, si vous le saviez déjà, absolument tout. C'était simplement un rappel, parce que c'est important de se rappeler comment fonctionne ce monde pour pouvoir bien le comprendre, bien le cerner et le démanteler au fur et à mesure. Il faut qu'on comprenne dans quelle sorte de piège on se trouve. Tout ce que j'ai traité dans cette vidéo, je pense pas que j'ai appris quelque chose à quelqu'un qui sera choqué. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, mais je doute. Voilà. Un petit rappel mémoire, ça ne fait jamais de mal. On va conclure la vidéo sur une nouvelle choquante, mais qui n'est pas aussi surprenante. Ça se passe en Corée du Sud. Après plusieurs tentatives, le président sud-coréen a enfin été destitué par les députés de l'Assemblée nationale après avoir essayé de faire passer le pays en loi martiale pour pouvoir diriger et avoir les pleins pouvoirs de décision. Et quel pouvoir? Le pouvoir militaire en plus de ça. Donc la pilule n'étant vraiment pas passée, les gars n'ont vraiment pas pu encaisser ça, a forcé les membres de l'opposition à enchaîner les procédures de destitution. Et un des chefs de l'opposition l'avait dit, qu'autant de fois que le vote va se solder par un échec, il va relancer la procédure jusqu'à ce que ça marche. Ça a fini par payer. Il avait pris le pouvoir en mai 2022, là nous sommes le 14 décembre 2024 et il n'est plus président. En Corée du Sud, l'opposition a fait de nouveau voter une motion de destitution contre le chef de l'État. 204 voix pour et 85 contre. Le président Yoon Suk-yeol est destitué par le Parlement. Une victoire du peuple et de la démocratie pour l'opposition. On en parle avec Chloé Borgnon, notre correspondante à Séoul. On s'attendait à sa destitution. Il a même été lâché par certains de ses partisans après l'échec de son coup de force. Mais il faut encore que la décision soit validée par la Cour suprême. Oui, tout à fait. Là, la destitution a donc été votée. Le Premier ministre prend la tête de l'État par intérim, mais c'est maintenant à la Cour constitutionnelle, au juge de la Cour constitutionnelle, de décider si oui ou non cette destitution est autorisée et légale. Alors, c'est déjà arrivé par le passé qu'un président, c'était en 2004, avait été destitué et sa destitution n'avait pas été reconnue par la Cour constitutionnelle, qui avait donc choisi de le remettre en poste au bout de 2 mois d'enquête. À l'inverse, en 2017, lorsque la présidente Park Geun-hye a elle aussi été destituée, là, après 3 mois d'enquête, les juges ont décidé que cette destitution était validée. Alors c'est intéressant de noter qu'on part sur en fait un processus qui peut durer plusieurs mois. Les juges ont jusqu'à 6 mois pour décider de valider ou non cette destitution, et à partir du moment où elle sera valide, si elle est validée en tout cas, eh bien il y aura à peu près 2 mois pour pouvoir faire de nouvelles élections. Donc pour les Sud-Coréens, eh bien c'est le début d'un long processus démocratique et de vote. Que risque maintenant le président conservateur Yoon Suk-yeol? Oui, car au-delà de cette question de vote et de destitution, il y a une autre affaire, cette fois-ci judiciaire autour du président, puisque la police nationale sud-coréenne a ouvert une enquête contre lui et contre d'autres membres proches du président pour rébellion, pour donc cette loi martiale qui a vécu très peu de temps, mais finalement qui pourrait être un vrai problème pour le président. Il est considéré comme un des principaux suspects. Il a interdiction de quitter le territoire. La police est en train d'enquêter. Il y a déjà eu plusieurs arrestations, notamment récemment celle de son ex-ministre de la Défense, qui est considéré par beaucoup comme étant un des instigateurs de cette loi martiale, un de ceux qui ont accompagné Yoon Suk-yeol, notamment dans la rédaction du décret de loi martiale qui a été jugé particulièrement inconstitutionnel. Donc pour le président Yoon Suk-yeol, au-delà de cet élément politique, eh bien maintenant il y a une vraie question juridique qui commence. Donc c'est possible, du moins dans des pays convenablement organisés, c'est possible. Si un président ne sert pas la population, on peut le faire bouger. En plus, il y a eu la participation active et massive de la population. Forcément, ça aide. C'est sur cette note appréciable que l'on termine cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos analyses, votre avis, vos réflexions au sujet de tout ça. Et on se retrouve une prochaine fois.